L'actualité africaine comme vous ne l'avez jamais vue. Des analyses percutantes et des reportages exclusifs. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Comment analysez-vous la posture de l'un des candidats, Paul Rompouet, qui salue déjà par avance son challenger, Romeo Wardani, par rapport à la confrontation électorale à laquelle ils sont passés? D'accord. Merci. D'abord, bonsoir à tous les amis qui sont sur le plateau, qui sont ailleurs, comme Gilles à Dakar. Et tout. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, bon, c'est intéressant ce que Paul Rompouet a fait, son communiqué, il s'inscrit dans une posture républicaine, mais ce n'est en rien inédit. C'est pas du tout inédit ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, ça a été déjà fait au Bénin. Il me souvient que, bon, il y a 10 ans, donc Lionel Zissou avait tout de suite reconnu sa défaite dès que les premiers résultats tombaient. Et quelques années plus tôt, quelques quinquennats plus tôt, Adrien Roumbedi avait fait de même, si ma mémoire est bonne. Donc, partout en Afrique, au Ghana, au Cap-Vert, je ne parle pas des pays d'Afrique australe qui sont très avancés en matière électorale, ça se fait. Quand vous voyez déluge de résultats qui tombent et que vous êtes donné perdant, c'est républicain, c'est smart, c'est élégant de reconnaître tout de suite sa défaite. Ça n'obère en rien, ça n'hypothèque en rien les résultats qui seront publiés par, on va dire, le conseil électoral de la Sénat du Bénin. Voilà, donc ça c'est un truc qui est fréquent. Même pas plus tard qu'hier, vous avez, pour ceux d'entre vous qui ont suivi les élections en Hongrie, vous voyez, en Hongrie, Viktor Orban a tout de suite reconnu sa défaite sans attendre les résultats officiels. Vous voyez. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, moi j'ai un problème avec la Sénat du Bénin. Depuis 1991, donc au lendemain de la première élection qui a été organisée après la conférence nationale, rien ne marche vraiment. Il y a eu peut-être une embellie sur la présidence de Maître Seydou Agbantou, mais depuis ça cloche. On ne sent pas de dynamisme. On a l'impression que la Sénat est une force, une institution d'inertie. Et ça ne bouge pas. On a l'impression parce qu'ils pouvaient, ils ont les moyens aujourd'hui, les moyens techniques aujourd'hui, ils ont les moyens financiers, si je suis bien informé, pour pouvoir nous donner les résultats au plus tard à minuit ou bien le lundi. Bon, et vous me direz qu'ils sont dans les délais légaux. Je crois qu'ils ont, d'après l'agenda ou le calendrier qu'ils ont rendu public au mois d'août l'an dernier, ils ont jusqu'à demain soir pour rendre les résultats provisoires. C'est bien cela. Est-ce qu'ils le feront? Dieu seul le sait. Donc, la Sénat, on a un véritable problème. C'est une des institutions les plus lourdes de la République béninoise. Donc, il faudra, on pourra revenir là-dessus si vous voulez, mais il faudra quand même poser cette question-là et savoir pourquoi ça ne marche pas, pourquoi il y a tant d'inertie dans cette institution. Est-ce qu'on peut comprendre aussi la légitimité de votre, si on peut le désigner ou la désigner ici, votre impatience par rapport à la proclamation des résultats, si éventuellement cela surfe sur une attente citoyenne aussi? Comment vous l'expliquez aussi? Comment vous justifiez voilà, cela? Osia, c'est pas du tout une impatience. La vie moderne requiert qu'on aille vite. Oui. Et aujourd'hui, on a des outils qu'on n'avait pas au sortir de la conférence nationale, par exemple. Mais aujourd'hui, on va vite. Vous-même, sur votre téléphone, votre smartphone, vous allez très, très vite. Et le monde va vite. Il faut qu'on prenne le diapason du monde, du reste du monde. Donc, et ce n'est pas une histoire d'Européens, ce n'est pas une histoire d'Américains. C'est une histoire, il y a des pays africains où on donne les résultats tout de suite. Et je vais vous donner, par rapport à la première question, et je me souviens qu'au Cap-Vert, j'étais là-bas comme journaliste, au Cap-Vert, il y a une vingtaine d'années, eh bien, il y a eu une élection et 12 malheureuses voix seulement séparaient les deux candidats. Et pourtant, celui qui a perdu a souhaité bon vent, a souhaité bonne chance aux gagnants. Vous voyez, 12 voix.
Et tout le monde, partout ailleurs dans le monde, on aurait contesté. C'est vrai qu'au début, il voulait porter plainte, il voulait faire une action en justice, mais il a souhaité, bon, 12 voix, c'est pareil. Donc, on peut aller vite dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il y avait deux candidats, il y avait donc deux duos en face au Bénin. Il y a un candidat qui est, bon, qui est assez qui avait beaucoup plus de chance. On n'était pas dupes, hein, qu'il y avait un duo qui avait l'avantage sur l'autre, et bien évidemment. Donc, il se trouve que M. Humbert reconnaît tout de suite qu'il ne fait pas le poids, contrairement à ce qu'il a dit, bon, c'était un match gagné à l'avance par Monsieur Ouadani. On va en analyser les ressorts dans un second souffle, dans un second temps. C'est vrai que plus le temps long en matière de proclamation des résultats fait le lit à des suspicions. On va demander l'avis de M. Gilles Yabi de Dakar ou peut-être d'Aziz Diomandé d'Abidjan, selon celui qui est prêt à prendre la parole pour nous dire comment il analyse en fait cette évolution de l'actualité électorale au Bénin. Gilles Yabi. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, cher ami Francis Patinde et à vous tous sur le plateau. Je crois que sur la réaction du candidat Humphrey, il n'y a pas vraiment... il n'y a rien à ajouter à ce que Francis Patinde vient de dire. C'est plutôt élégant. Ce n'est pas spécifique au Bénin. On peut effectivement accepter, concéder une défaite avant même l'annonce des résultats provisoires. Mais je pense aussi que ce qui a été dit peut-être un peu rapidement sur le contexte de cette élection est aussi vrai, c'est-à-dire que je crois qu'il y a très peu de personnes au Bénin qui estimaient qu'on avait une compétition réelle, en tout cas avec un suspense. Hein. Je crois qu'on voyait bien la disproportion de moyens déployés pendant la campagne, mais aussi avant ça, le fait que le candidat Humphrey a pu se présenter quand même en franchissant l'obstacle des parrainages parce que le camp présidentiel l'a voulu. C'est une réalité factuelle. Donc, il faut quand même aussi le reconnaître. Et par rapport au délai d'annonce des résultats, la commission électorale, oui, je pense, comme Francis Patinde, qu'on peut aller beaucoup plus vite. Et quand on va vite, en fait, on rappelle à tout le monde qu'une élection, c'est en fait, c'est pas très compliqué, c'est de l'arithmétique, on compte les voix. En réalité, aujourd'hui, sur le continent africain, on est arrivé à tel point de manipulation des résultats qu'on oublie parfois qu'une élection, c'est pas très compliqué lorsqu'il y a de la bonne foi et qu'on n'a pas envie de frauder. Évidemment, les résultats vite annoncés, ça rassure tout le monde. Et je vis aussi dans un pays, le Sénégal, où lorsqu'il y a une élection, généralement, on a des résultats, des indications très rapidement dans la soirée électorale. Et en fait, quelques heures après, c'est déjà assez clair pour tout le monde qui a gagné. Évidemment, lorsque les résultats sont serrés, on doit être plus prudent. Mais dans le cas du Bénin, il y avait deux tickets et à nouveau très peu d'incertitudes. Et on pouvait s'attendre effectivement à des résultats annoncés plus rapidement. Mais je crois, hein, pour terminer sur ce point, que ce n'est pas simplement la commission électorale qu'il faut regarder, c'est l'ensemble de notre dispositif institutionnel. Moi, je pense que, évidemment, animant un think tank, une plateforme de réflexion sur l'Afrique de l'Ouest, j'estime qu'on ne peut pas refuser d'apprendre les uns des autres et de regarder là où ça fonctionne mieux sur le plan institutionnel. Et je crois beaucoup à des commissions électorales réellement indépendantes, techniques, avec voilà, une architecture beaucoup plus robuste et des conditions d'indépendance, y compris budgétaires, beaucoup plus renforcées. On le voit notamment dans des pays comme le Ghana, où il y a, malgré ce qui fonctionne déjà, un travail de réflexion permanente pour améliorer les institutions. Je crois qu'il faut qu'on sorte un peu de ce qu'on connaît et qu'on regarde à nouveau aussi plus largement dans notre région ouest africaine et au-delà, s'inspirer de ce qui fonctionne si on veut vraiment construire des institutions démocratiques et maintenir l'état de droit. Il y avait une deuxième question, puisque vous l'avez évoqué, la question d'une élection qui semblait, un scénario qui semblait écrit d'avance. Parlant de ce que vous considérez sans doute comme une dynamique électorale quasiment inéluctable, vous, dont le think tank analyse les dynamiques démocratiques et politiques en Afrique de l'Ouest, comment analysez-vous, qu'est-ce qu'il y a comme ressort derrière ce que vous considérez justement comme voilà, quelque chose de plié d'avance, une dynamique électorale qui inéluctable?
Oui, je pense qu'elle était inéluctable parce que le champ politique a été profondément remanié pendant les 2 mandats du président Talon sur la base d'un diagnostic. J'ai souvent rappelé que ce diagnostic était assez largement juste sur le fait de dire qu'il y avait des choses à corriger dans le fonctionnement de la démocratie béninoise depuis la conférence nationale. Mais par contre, je pense que les réponses qui ont été apportées, finalement, ont conduit à un rétrécissement tel de l'espace politique que cela conduit aussi en réalité quand même à menacer la liberté de choix des citoyens, qui est quand même un des piliers de la démocratie. Et je pense qu'il est toujours bon de rappeler dans un moment où on contexte beaucoup, un peu partout, et pas seulement d'ailleurs sur le continent, les piliers de la démocratie, que les piliers, c'est simplement le fait de dire qu'il doit y avoir un lien de redevabilité entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Après, les formes, comment est-ce qu'on opère cela? Tous les pays peuvent faire preuve d'innovation, de créativité. Personne ne nous oblige à copier des modèles. Mais je crois que les piliers, par contre, c'est très important. Et je pense qu'il faut aussi rappeler que ce pilier va avec l'état de droit, avec le fait de dire que, en fait, l'espace de liberté, qui ne se limite pas aux libertés politiques, il est aussi conditionné par le fait d'avoir ce rapport entre ceux qui gouvernent et ceux qui ne sont pas gouvernés. Parce que lorsque vous n'avez pas ce rapport, il n'y a aucune raison, en fait, qu'on vous garantisse aussi des libertés individuelles et des libertés collectives. Donc là où moi je reste un peu inquiet par rapport à la trajectoire du Bénin, tout en reconnaissant tout ce qui a été fait de positif sur le plan économique, infrastructurel et sur le plan de la modernisation aussi d'ailleurs de l'administration, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu comme si on devrait faire une sorte de choix entre le maintien des piliers de la démocratie et de l'état de droit issus de la conférence nationale et une trajectoire de développement économique et social. Et je pense que la meilleure réponse à cela, c'est ce qu'un économiste indien, Amartya Sen, a montré, c'est que le développement lui-même, en fait, inclut la liberté. On ne peut pas isoler la liberté dont disposent les individus de leurs besoins de bien-être matériel. Je crois qu'au Bénin, on doit faire attention à cela. Merci de nous rejoindre sur Débat Afrique. Votre participation compte, alors n'hésitez pas à vous abonner et à commenter.